Chers élèves de la deuxième année du baccalauréat, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous rejoins aujourd'hui pour assurer une activité augurale portant sur le premier module dédié à l'étude des caractéristiques du conte philosophique intitulé « Candide ou l'optimisme ». La séance a pour objectif de reconnaître le contexte hystérico-socio-politique de l'œuvre, le contexte historique, social et politique, et d'identifier le genre auquel appartient l'œuvre en question. La première et la quatrième page de couverture nous serviront de support. Je vous invite à les consulter pour que rien ne vous échappe. L'étude des éléments paratextuels nous permettra d'abord d'anticiper l'œuvre pour pouvoir la comprendre et l'analyser. Le premier élément que nous avons, ou bien qui figure sur la première page de couverture, est le titre « Candide ou l'optimisme ». Il s'agit d'une phrase nominale, un adjectif associé à un nom par une conjonction de coordination « ou ». Le terme « candide » est un adjectif qui désigne toute personne innocente, naïve et pure. Candide, c'est le prénom du personnage principal de l'œuvre. C'est le personnage éponyme de l'œuvre, voilà, qui se prénomme Candide. Le terme optimisme, l'optimisme, c'est une théorie de Leibniz. Leibniz, c'est un philosophe allemand qui postule que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Cette philosophie, bien sûr, remonte au XVIIIe siècle. Le titre. Nous allons maintenant essayer d'analyser le titre. Candide ou l'optimisme montre déjà que le véritable sujet du conte de Voltaire est de s'attaquer à la philosophie de Leibniz. Il s'engage à prendre parti pour critiquer une thèse à la mode, l'optimisme, et propose une autre voie. Donc, au fur et à mesure de la lecture, de l'analyse du conte philosophique, nous allons comprendre et nous allons trouver un lien entre le titre et le texte ou bien les textes que vous allez étudier tout au long de ce module. L'auteur, il s'agit de Voltaire. Son vrai nom, François-Marie Arouet, qui écrit sous le pseudonyme de Voltaire. Donc Voltaire, ce n'est pas son vrai prénom. Il est de nationalité française. Il est né en 1694 à Paris et décédé en 1778 aussi à Paris. Ses activités, donc Voltaire est un conteur, il composait des contes, philosophe, dramaturge, il composait aussi des pièces de théâtre, poète et historien. C'est une figure présentative des Lumières, le mouvement des Lumières. Certainement, vous avez déjà découvert le siècle des Lumières ou la philosophie des Lumières avec vos professeurs de l'histoire. Ses principales œuvres, donc parmi ses principales œuvres, nous trouvons L'être philosophique, Zadig ou la destinée, Candide ou l'optimisme, Dictionnaire philosophique, L'ingénu. Donc, le conte en question a été publié en 1759. Retenez bien cette date, nous en aurons besoin. Il est judicieux maintenant d'expliquer ou bien d'identifier le conte. Qu'est-ce qu'un conte? C'est un récit court en prose qui vise à délivrer un enseignement moral d'une manière plaisante et agréable. Généralement, le registre du conte est merveilleux. Vous avez certainement lu les contes merveilleux, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, etc. Le conte philosophique,
C'est un sous-genre, bien sûr, du conte. Le genre, c'est le conte. Le conte philosophique n'est qu'un sous-genre. Ce sous-genre a été inventé par Voltaire au XVIIIe siècle. À l'instar du conte traditionnel, il présente la quête et l'initiation d'un héros. Son objectif est d'éveiller chez le lecteur une réflexion critique sur des thèmes philosophiques. Donc, l'objectif du conte philosophique, c'est inciter le lecteur à mener une réflexion, bien sûr, à critiquer certains thèmes ou bien certains phénomènes. C'est un récit à visée argumentative, l'argumentation indirecte. Nous allons voir, pour les philosophes des Lumières, le conte philosophique constitue une arme de dénonciation pour critiquer la réalité et les anomalies de leur époque, en mettant en scène des personnages faussement simples et naïfs, desquels surgit la critique. Ce sous-genre use du merveilleux et de l'ironie, voire la satire. Donc voilà la différence entre le conte philosophique et le conte merveilleux. Le conte traditionnel use tout simplement du registre merveilleux. Celui-ci use du merveilleux, de l'ironie et de la satire. C'est ce qui donne à ce sous-genre l'aspect argumentatif. Donc, bien sûr, son objectif est de dénoncer les préjugés et les abus de l'époque. On parle, bien sûr, du siècle des Lumières, l'époque de Voltaire. Il est temps maintenant, bien, il est judicieux d'avoir une idée sur l'argumentation directe et indirecte, puisque nous avons déjà dit que le conte philosophique est un outil de l'argumentation indirecte. Donc, l'argumentation directe, c'est l'argumentation explicite. La thèse et les arguments sont annoncés clairement. Le lecteur peut facilement repérer la thèse de l'auteur. Les genres de l'argumentation indirecte sont laissés. Le plaidoyer, vous avez déjà l'année dernière, vous avez déjà étudié le plaidoyer et le réquisitoire. Le pamphlet, bon, c'est un cours écrit satirique, et la maxime. L'argumentation indirecte, c'est l'argumentation implicite, abstraite ou imagée. Donc, c'est au lecteur d'interpréter la thèse, de mener une réflexion et de déchiffrer l'argumentation et la thèse. Elle présente un enseignement sous forme d'une fiction. Les genres de l'argumentation indirecte, nous avons la fable, les fables de Jean de La Fontaine, les récits animaliers, l'utopie, c'est ce que vous allez découvrir à travers le chapitre 18 de Candide ou l'optimisme, le conte philosophique que nous sommes en train d'étudier, les récits allégoriques. D'après la date de publication de l'œuvre, nous constatons que le conte remonte à un certain contexte historique, politique et social. Le contexte politique, donc, se caractérise par la succession de 3 régimes politiques, la régence du duc Philippe d'Orléans, le règne de Louis XV et puis celui de Louis XVI. La Révolution française, il se caractérisait aussi par la monarchie absolue, le roi qui détient tous les pouvoirs, pouvoir législatif, judiciaire. C'est le représentant de Dieu sur terre. Ce siècle se caractérisait aussi par la censure, l'arrestation, l'exil et l'enfermement des insurgés, ceux qui écrivent, par exemple, et qui osent contredire la monarchie, les écrivains et les penseurs. Quant au contexte social,
il se caractérisait par les inégalités sociales, la hiérarchie sociale. Donc la société a été divisée en 3 classes sociales et selon une certaine hiérarchie. Nous allons voir tout à l'heure la pyramide de la hiérarchie sociale. Des privilèges accordés à l'aristocratie, à la noblesse, au détriment, bien sûr, du tiers-État. Tiers-État, c'est le bas échelle de la pyramide, y compris la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie faisait partie du tiers-État. Parmi les privilèges, il y avait l'exemption des impôts. Voilà la pyramide qui vous explique la hiérarchie sociale dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en tête de la pyramide, vous voyez le roi, la monarchie absolue, le pouvoir extrême du roi. Il détient le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Après, nous avons la noblesse, l'aristocratie, le clergé ou l'Église, la bourgeoisie par la suite, les artisans et les paysans. Donc là, comme vous voyez, en bas de l'échelle, nous avons le tiers-État, bourgeoisie et artisans, paysans, les petits fonctionnaires. Le contexte religieux. Donc le catholicisme est la religion de l'État, c'était la religion officielle. Aucune autre religion n'est admise. Personne n'a le droit de remettre en cause les dogmes ou la pratique du clergé, de l'Église. Et nulle autre religion n'est acceptée. À l'époque, on chassait les protestants. Voilà, voire on les exécutait. Encore, il y a un élément qui caractérise le siècle, la guerre de 7 ans. C'est un thème omniprésent dans l'œuvre de Voltaire, dans le conte philosophique. Parce que dans le chapitre 3, Voltaire va remettre en question la guerre en général. Donc ce sujet a influencé Voltaire. Donc les pays européens et leurs colonies se trouvent entre 1756 et 1763 en une guerre comparée à la Première Guerre mondiale. Elle porte le nom de la guerre de 7 ans. 7 ans parce qu'elle a duré 7 ans. Elle s'est déroulée en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. En conséquence de cette guerre, un nouvel ordre des puissances européennes est instauré. La Grande-Bretagne s'impose comme la grande puissance mondiale dominante et ainsi naît l'Empire britannique. Là, c'est un sujet que Voltaire a traité dans son conte. Le tremblement de terre de Lisbonne. Aussi, ce thème a influencé, avait un effet sur Voltaire. Donc, en 1755, Lisbonne, la capitale portugaise, a connu un des tremblements de terre le plus destructeur et le plus meurtrier de l'histoire, entre 50 000 et 100 000 victimes. Le séisme a été suivi d'un tsunami et d'incendies qui ont détruit Lisbonne. Donc, ce tremblement de terre a presque balayé la ville de Lisbonne. Nous devons maintenant avoir une idée ou bien prendre en charge l'étude du mouvement des Lumières auquel appartient Voltaire. Donc, les Lumières, le terme désigne ce qui éclaire l'esprit, ce qui éclaire l'homme et son jugement. C'est un mouvement philosophique qui remonte au XVIIIe siècle. C'est à peu près entre 1751 et 1772. Les philosophes ou les penseurs des Lumières ont milité pour libérer l'homme de l'obscurantisme et la soumission. Donc, libérer l'homme était l'objectif suprême des Lumières. Les grands principes des Lumières.
il revendique le pouvoir modéré, donc les philosophes de Lumière étaient contre la monarchie absolue, donc ils réclamaient la monarchie constitutionnelle. Il y en avait ceux qui avaient des aspirations républicaines, comme Jean-Jacques Rousseau. Autonomiser la pensée fondée sur l'esprit critique, éveiller l'esprit critique, pousser l'homme à critiquer, avoir foi dans le progrès scientifique, primauté de la pensée rationnelle et expérimentale, l'essor de la science, lutter contre les inégalités sociales, construire une nouvelle organisation sociale. Donc, les Lumières étaient contre la hiérarchie, étaient contre les classes sociales en général. Les cibles des Lumières. Les Lumières attaquaient l'Église et surtout le fanatisme religieux, les fléaux sociaux, à savoir la superstition, les inégalités sociales, l'esclavage, etc. S'attaquer aussi à la monarchie absolue, le fanatisme politique. Leur objectif était la recherche du bonheur. Parmi les philosophes des Lumières, nous avons le chef de file qui est Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montaigne, connu par ses essais. Puisque nous avons évoqué Diderot, il est temps de parler de son encyclopédie qui a marqué le XVIIIe siècle, qui a marqué le mouvement des Lumières. Donc, comme vous le savez déjà, les Lumières ont réhabilité ou bien ont donné la priorité à la science. Donc, Diderot, qui était appelé par le Breton à traduire le dictionnaire encyclopédique de l'anglais Chambert. Donc, au début, Diderot a été chargé de traduire l'encyclopédie de Chambert, se trouve, épaulé par les philosophes du XVIIIe siècle, à passer d'une simple traduction à une création nouvelle. Donc, Diderot, en collaboration avec les philosophes de Lumière, a élaboré son encyclopédie. Concourant à la bataille encyclopédique, ces savants remplis d'esprit et de lumière, guidés par Diderot et d'Alembert, envisageant de rassembler en un corps et transmettre aux générations futures les dépôts de toutes les sciences et de tous les arts de tous les siècles. Le fruit de cet énorme labeur porte le titre de « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Donc, c'est une révolution scientifique qui a marqué le siècle. Donc, pour véhiculer leurs idées critiques et pour mettre en œuvre l'argumentation, la satire, l'ironie, les philosophes des Lumières usent de l'essai. Pour répandre leurs idées, ils utilisent également des essais à visée argumentative directe. Tout à l'heure, nous avons eu une idée sur l'argumentation directe, comme le traité sur la tolérance de Voltaire et les essais de Montaigne. Donc, Montaigne a été connu par ses essais, par l'argumentation directe. Nous avons l'argumentation indirecte à travers le conte philosophique, Zadig, l'ingénu et Candide ou l'optimisme de Voltaire. La séance touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous invite à lire l'intégralité de l'œuvre, à continuer tous les chapitres pour pouvoir les analyser tout au long de ce module. Merci de votre attention.